On va peut-être commencer par vous présenter et d'abord peut-être un rebond sur ce que vous avez entendu dans l'étude avant de nous dire plus largement ce que vous faites et d'où vous parlez. Pascal, présentez-vous. Donc vous êtes aide à domicile à Montpellier, c'est bien ça? Oui. Ah, si, il me faut juste bien parler dedans. Oui. Ouais. Voilà, c'est bon. Oui. Donc voilà, je suis aide à domicile à Montpellier et je m'occupe d'un garçon de 16 ans, polyhandicapé, donc qui a des troubles autistico-psychotiques avec comportement auto-hétéro-agressif, déficience physique et intellectuelle. Et par rapport à ce que vous avez entendu dans l'étude, est-ce que vous avez retrouvé votre quotidien? Oui, plutôt, au niveau de la difficulté. Alors, la différence, c'est que j'interviens à domicile, mais dans une famille d'accueil. Voilà, c'est un enfant qui est en famille d'accueil, qui est placé. Mais la difficulté reste la même pour la famille d'accueil. Voilà, qui a beaucoup de problèmes pour trouver, qui avait du coup beaucoup de problèmes pour trouver des familles relais pour l'aider dans le quotidien, parce que sinon ça veut dire pas de week-end, ça veut dire pas de vacances, ça veut dire un enfant 24 heures sur 24 à domicile, et qui a fait finalement appel à nos services. Et donc oui, au niveau de la difficulté de l'accueil, effectivement. Et puis oui, au niveau des formations aussi, un manque de formation, mais qui n'est pas finalement handicapant pour nous, puisque si on est bien accompagné, et l'accompagnement se fait et par l'association de laquelle on dépend, et par la famille chez qui on intervient, si on est bien accompagné, ça peut se passer très très bien. Donc moi personnellement, je n'ai pas de diplôme. J'ai une petite formation quand même d'approche parce que j'ai fait 2 ans de psychologie et une formation en musicothérapie, mais je n'avais jamais été au contact vraiment au quotidien d'un enfant handicapé. Mais j'ai été bien accueillie, bien entourée, et on a réussi à surmonter beaucoup de choses ensemble, et on les surmonte toujours, mais beaucoup plus facilement. Et effectivement, dans l'enquête, à un moment, du côté des parents, ce qui ressort, c'est que plus qu'un diplôme ou une formation initiale, ce dont les parents ont besoin et attendent, c'est de l'empathie, de la capacité à comprendre les spécificités du handicap de leur enfant. Donc, voilà. Et le sens de l'humour, c'est important, le sens de l'humour avec Lilian ou pas? Oui. Oui, surtout que lui en a beaucoup aussi. Il a beaucoup d'humour, cet enfant. Et oui, non, il faut pouvoir, puis il faut pouvoir digérer certaines choses aussi à un moment donné. Il faut pouvoir les encaisser et ensuite se dire que on fait de notre mieux. C'est pas toujours facile et on se serre les coudes. Donc quand c'est un peu difficile, autant dans un sens que dans l'autre, on essaye de relativiser les choses et de repartir sur de bonnes bases à chaque fois. Je vois au bout de la table qu'il y en a qui ont l'air d'être d'accord avec la question du sens de l'humour. Peut-être juste un dernier mot là-dessus, c'est que Lilian a entre 16 et 17 ans, je crois. Il a 16 ans, oui. Et effectivement, j'y pense avec le premier témoignage qu'on avait eu à propos de votre enfant qui est en Belgique. Il y a cette angoisse de savoir ce qui va se passer dans le futur. Et pour vous, comme pour la famille, c'est une grande angoisse dans 2-3 ans, c'est l'inconnu. Oui, ça va être l'inconnu, d'autant plus que c'est un enfant qui n'a jamais eu la chance d'être accepté en IME jusqu'à il y a 2 ans. Et encore, il y est accepté que 2 fois 2 heures dans la semaine et sous condition que je l'y accompagne à cause de ses troubles du comportement, en fait. Donc, il ne connaît pas ça encore, les institutions. Et effectivement, dans 2 ans, on ne sait pas encore qui pourra l'accueillir et où il va aller. Donc, c'est un grand souci quand même de savoir. Espérons que ça se résolve quand même. On est dans une journée éminemment positive, donc j'espère que ça va bien se passer. Vos voisins, vous êtes venus en binôme de Marseille, si je ne dis pas de bêtises? Et tout à fait, Vincent. Vous êtes venus avec un film que vous avez vous-même réalisé, c'est ça? Exactement, puisque j'ai eu le plaisir de mettre en place avec Madame Diego, la maman de Laurent, l'aide à domicile dans le cadre du projet qu'elle a souhaité mettre en place, qui est un accompagnement très fort auprès de son fils. Et de ce fait, je me suis proposé auprès d'Andéo, effectivement, de réaliser un petit film en binôme également,
entre une des intervenantes, puisqu'il y a plusieurs intervenantes qui sont au domicile de la maman, et auprès de Laurent, et également bien sûr de mettre Laurent en scène pour qu'il puisse également s'exprimer. Malgré tout, tu posais la question de faire le lien avec l'enquête, et je voulais faire un petit lien également et indiquer que dans le cadre du label Capandéo, il y a une chose qui est très importante, ça a été la mise en place des PRL, des pôles de ressources locaux en DO dans les départements, et je tiens à souligner que le chef de mission en DO, qui est hébergé par Interparcours Handicap 13 dans les Bouches-du-Rhône, a, dès le mois de juillet, mis en place une réunion d'information avec les différentes structures d'aide à domicile sur une première analyse de cette enquête auprès des enfants en situation de handicap. Et cette réunion, qui a eu lieu maintenant il y a 4 mois, a été déterminante pour nous, puisqu'on avait déjà intégré un certain nombre de conclusions qui avaient été apportées, et nous avons ensuite en interne décidé d'y réfléchir et d'amender notre projet de service, c'est-à-dire de mettre en avant donc un affichage spécifique auprès des enfants en situation de handicap. Et d'ailleurs, nous le mettrons en avant dans le cadre du salon autonomique qui a lieu les 27 et 28 novembre donc au Parc Chano à Marseille, auprès de Capandéo qui tient un stand. Et nous aurons le plaisir donc d'afficher effectivement ce service dédié de notre structure envers les enfants en situation de handicap. Merci beaucoup. Donc, j'ai pas eu le temps de vous présenter. Éric Bobet, d'aide à domicile. Alors, je ne sais pas si justement vous avez la formation initiale de cinéaste. Andéo n'avait pas eu le temps de descendre à Marseille pour vous proposer une caméra. Donc, c'est un film réalisé avec iPhone, mais je propose peut-être qu'on le regarde tout de suite pour faire plus connaissance avec Laurent. Et puis comme ça, après, sa maman pourra commenter. Je m'appelle Marie, je suis aide-soignante, je suis salariée chez Aide à Domi depuis 17 mois. J'ai quitté une clinique de rééducation où était hospitalisé Laurent. Laurent, remets ta tête, s'il te plaît. Là. Allez. Lolo, tu passes sur la vidéo. Donc tiens-toi comme il faut. Allez, voilà, parfait. Remets ta tête comme il faut au fond, Laurent. Et regarde la caméra toi aussi. Voilà. Vous filmez. Le fait d'être à domicile me permet d'approfondir avec Laurent sur plusieurs points, de l'accompagner à ses rendez-vous médicaux, d'échanger avec les professionnels de santé au sujet de Laurent. J'ai voulu travailler à domicile pour justement renverser cette tendance où dans les structures, c'est le patient qui s'adapte aux soignants et à domicile, c'est l'inverse. C'est le soignant qui s'adapte aux habitudes de vie du patient. Alors, Laurent se réveille environ autour des 11h le matin. Donc il n'est pas très attentif et pas très éveillé pour travailler. On va travailler sur des petites stimulations le matin. Donc sur 2 petites voitures, une verte, une rouge. Je me mets en face de Laurent et je lui demande de regarder à tour de rôle la voiture rouge, la voiture verte. Et mon but est qu'il tienne le regard au moins 3 secondes sur chaque voiture et qu'il change de voiture à la demande. Donc on fait ça avec les voitures ou avec les petits animaux. Oui, c'est fait. Alors, regarde l'image qui va avec le son. C'est quoi qui fait ce bruit, Lolo? Ne regarde pas moi, regarde l'image. Qu'est-ce qui fait ce son? T'entends? Très bien, Laurent, j'ai vu. À son arrivée au domicile, Laurent était porteur d'une trachéotomie et d'une sonde de gastrostomie. Il était alimenté uniquement par sondalis 3 fois par jour. Il avait beaucoup de mal à communiquer et dormait énormément car il avait de grosses doses d'antiépileptiques, de la dépakine. Son éveil a réellement commencé à partir du moment où on a commencé à diminuer les doses d'antiépileptiques. Il était beaucoup plus éveillé, il se mobilisait beaucoup mieux au lit. Laurent se faisait de mieux en mieux comprendre par des bruits, par des sons, par le regard surtout. Il a eu le regard de plus en plus vif. Pour le oui, il regarde droit dans les yeux. Pour le non, il détourne le regard.
Ensuite, il a été décannulé. Par la suite, on a été obligé de lui poser un tube de Montgomery, donc une prothèse, qui a permis de garder la trachée ouverte puisque la trachée était trop molle. Depuis ça, on a pu reprendre une alimentation. Donc la maman a commencé par quelques cuillères de compote l'après-midi. Et ensuite, on est passé à un petit verre d'alimentation, donc de purée de légumes, le midi, ce qui correspondait à 5 à 10 cuillères. À l'heure actuelle, nous en sommes à 3 repas par jour, c'est-à-dire un repas le midi avec un plat principal, plus un dessert, un goûter aux alentours des 16 h, plus un repas le soir, ainsi qu'un dessert. Récemment, Laurent a passé une radio-cinéma à la Timone qui nous a permis de voir qu'il était capable de déglutir des boissons pétillantes. Donc il a le droit de boire quelques cuillères à café de coca, de limonade, voilà. Et par la suite, la prochaine étape sera d'enlever le tube de Montgomery assez rapidement. Alors je crois qu'il y a une étude du cabinet de conseil McKinsey qui explique qu'un jeune Français qui sort diplômé aujourd'hui, en 2014, avant de partir en retraite, donc d'ici 45-46 ans, je pense, si je lis bien les journaux, occupera en moyenne 13 postes. Donc Eric, peut-être une reconversion possible le jour où vous en avez marre de l'aide à domicile, parce qu'avec un iPhone, tout ça m'a l'air très bien. Bon, le seul truc qui m'a un peu chagriné dans ce film, mais je peux le comprendre puisque vous êtes à Marseille, c'est évidemment cette affiche pour l'OM droit au but. Étant moi-même un supporter du Paris Saint-Germain, je l'assume. Voilà, c'est pas très grave. Peut-être, Daniel, parlez-nous un peu donc, de votre enfant qui est handicapé suite à un accident qui est survenu il y a 3-4 ans. Il y a 3 ans. Laurent a 19 ans le mois prochain. Oui. Oui, excusez-moi. Laurent a été victime il y a 3 ans d'un accident. Il est simplement tombé à l'école de sa hauteur. Et il est mal tombé. Et on en a peu parlé dans l'enquête, mais c'est un traumatisé crânien. Donc, vous voyez aujourd'hui Lolo, 3 ans après l'accident. Il y a 1 an et demi, il était considéré comme dans un état entre le neurovégétatif et le possi-relationnel. Voilà. J'ai souhaité ramener Laurent à la maison pour pouvoir reprendre sa vie en main et essayer d'avancer au mieux possible au quotidien. Vous-même, vous êtes chef d'entreprise. L'enquête disait c'est très important que les parents puissent conserver leur activité professionnelle. Vous n'avez pas fait de concession de ce point de vue-là? Alors, j'ai pas eu le choix. Il y a 3 ans, quand l'école m'a téléphoné pour me dire Lolo est tombé, on va passer une radio, je suis allée à l'hôpital comme tout parent pour passer une radio. Je pensais ramener mon fils le lendemain à la maison. Sauf que je suis rentrée chez moi 4 mois après. Laurent a passé 3 mois dans le coma, 4 mois en réanimation, avant d'être transféré sur Avignon. Dans ces cas-là, j'ai essayé de gérer. Je dirige une petite entreprise de transport de 35 personnes. J'ai essayé de faire de mon mieux à distance. Et en rentrant, j'ai trouvé une situation catastrophique. Donc, soit j'essayais de tout concilier, soit il y avait 35 familles qui devaient subir la malchance qui nous touchait. Donc, en fait, je n'ai pas vraiment eu le choix. Vous me disiez, quand on s'est parlé, que si on voulait freiner le retour à domicile en France, on ne s'y prendrait pas autrement. Oui, on ne ferait pas mieux. Puisque vous-même, donc quand vous avez voulu ramener Laurent chez vous, vous n'avez eu aucune information. Donc on est un peu dans ce qui ressort de l'enquête, c'est-à-dire que vous avez pu trouver Eric au gré des rencontres et idem pour tout ce qui a suivi pour le retour à domicile avec le matériel, des draps pour éviter que Laurent tombe. Tout ça, vous l'avez découvert par hasard en allant au salon autonomique, voilà. dont la promotion est largement faite ce matin. J'en profite pour le remarquer, mais vraiment aucune information entre le moment où il est tombé. Alors, comment ça se passe? Vous avez votre enfant qui est en unité d'éveil. Ensuite, on vous dit que bon, on ne pourra plus faire grand-chose, il faut sortir. Et là se pose la question de l'avenir pour lui. On ne vous donne pas de nom d'organisme, on vous dit il y a l'HAD, hospitalisation à domicile, c'est un mot, et c'est tout. Et là, on vous parle, vous cherchez, on vous parle de MDPH, il faut faire un dossier MDPH, on vous dit, bon c'est bien. Et l'HAD va prendre les choses en main, c'est bien. Mais après, on a un enfant, on veut que l'enfant soit à la maison, là où c'est sa place, mais qu'il soit vraiment dans sa chambre, qu'il ait un univers, qu'il ait du matériel qui soit à la fois
très OM, puisqu'on n'est pas loin de Marseille, que c'est un supporter, et puis que ce soit joli. Et là, on n'a aucune information. J'ai trouvé son lit de douche sur Internet, c'est une boîte anglaise. J'ai trouvé Monsieur Bobet sur Internet parce qu'il y avait écrit, j'ai fait aide à domicile, et il y avait Andéo. Je dis, tiens, quelqu'un qui connaît peut-être le handicap. Voilà, et ça a été au gré de mes recherches. On nous parle pas de parents qui ont déjà vécu ça, on nous donne pas de modèles, on nous donne pas d'exemples. On rencontre que des gens gentils, parce que vous appelez la MDPH et vous dites à la dame aidez-moi à ramener mon fils à la maison. Et puis on est dans des délais pas possibles, des papiers, des organismes dont on n'a jamais entendu parler, le SAMSA, voilà. Et ça, c'est compliqué. C'est très, très compliqué. On n'a pas d'aide. L'enquête fait ressortir que les principaux problèmes des parents, alors effectivement, Bernard, tu m'en voudras pas, je cite de tête, je crois que c'est 88% des parents qui ont des problèmes avec les aides administratives, donc vous êtes effectivement largement dedans. Et si on reprend les 3 points saillants qui sortent, c'est les parents réclament plus de gardes d'urgence, de techniques éducatives spécialisées, donc ce qui rejoint la question de la formation, et éventuellement donc du baluchonnage, cette technique qui nous est importée du Québec, qui permet d'avoir 24 heures de répit. Est-ce qu'aujourd'hui ce sont vos attentes? Alors, le cas de Laurent est un petit peu particulier dans le sens où on est dans du handicap lourd. Laurent n'est pas autonome pour respirer, il a encore un tube de Montgomery. Donc Laurent a encore une gastrostomie pour s'alimenter, même s'il n'a plus qu'une poche par jour. On avance petit à petit. Donc on est dans ce qu'on appelle du handicap lourd. Aujourd'hui, je ne peux pas envisager de faire garder Laurent d'activité sociale pour lui, on n'en est pas encore là. On n'en est pas encore là. Aide à Domi nous a beaucoup aidés et on a du personnel, pas suffisamment bien sûr parce qu'on n'a pas le nombre d'heures correspondant, mais il y a quand même du personnel qui est présent. Après, il faut jongler avec tout ça et je dirais c'est un choix de vie, il ne faut pas oublier les fondamentaux. Dans le cas de Laurent, j'ai failli le perdre 50 fois en 4 mois. Aujourd'hui, moi, je suis contente, il est à la maison, je peux l'embrasser, je peux le voir. À la limite, je dirais presque, ça me suffit. Excusez-moi, c'est compliqué de rebondir après ça, mais merci beaucoup pour votre témoignage. On va peut-être... Peut-être Eric, juste compléter sur la façon dont vous vous êtes référencé sur Internet pour faire en sorte d'apparaître au bon endroit, comme par magie, sous les yeux de Daniel qui vous cherchait. C'est pas tout à fait par magie, parce que il y a 3 ans, nous avons pris la décision donc de nous faire labelliser Capandéo. Donc on s'était fait aider à ce titre par un consultant extérieur pour nous amener donc à la labellisation. Nous étions préalablement déjà certifiés NF Service, donc on a eu malgré tout un travail significatif à réaliser pour évoluer du NF Service vers le label Capandéo. Et suite à cette labellisation, donc il y a eu un véritable projet de l'entreprise qui s'est, je l'appelle comme tel, qui s'est accompagné au sein de la structure avec une orientation donc très forte de l'ensemble des responsables de secteur, puisque nous sommes présents sur tout le territoire des Bouches-du-Rhône au travers de cette agence, et les responsables de secteur se sont investis d'une manière remarquable. Et d'ailleurs, on le voit dans le cadre du suivi de Laurent, la responsable de secteur sur Château-Renard est présente une fois par mois, je dirais, avec Madame Diego pour faire le point sur la situation. Et voilà. Donc par rapport à ce label, donc bien sûr, on fait la publicité nous-mêmes à travers notre site, à travers nos affiches, et puis également le relais principal qui est fait par Andéo lui-même à travers son site, qui recense l'ensemble des structures donc labellisées sur le territoire. Et dans votre posture de professionnel de l'aide à domicile, un petit commentaire sur ce qui ressort de l'enquête, à savoir qu'on vous demande encore plus de souplesse relationnelle et une large gamme de prestations. Oui, tout à fait. Donc ça, on le remarque, puisque depuis que nous sommes labellisés, donc on a mis en place, je dirais, ce qu'on appelle des GLUPS. C'est un mot un petit peu barbare qui signifie des GLUPS. Ce sont des groupes locaux d'usagers de personnes en situation de handicap. Et donc, dans le cadre de la mise en place de ces GLUPS, je dirais, ce qui était demandé par les personnes, par nos bénéficiaires, ça a été donc les sorties. C'est-à-dire
ça a été tout un environnement donc d'aspects culturels et de loisirs. Et d'ailleurs, dans le cadre d'Inglups, on a fait venir un chef de mission chargé du handicap sur les Bouches-du-Rhône au niveau du culturel et du loisir pour pouvoir déterminer ce genre de choses. Et les participants, je dirais, à ce GLUPS, a de suite, je dirais, convergé vers ce besoin pour se dire, tiens, moi j'aimerais aller faire du bowling, parce qu'on a un bowling avec du matériel adapté qui permet donc à des personnes en fauteuil d'aller faire ce genre de choses. Une autre personne qui a dit, moi tiens, j'aimerais aller l'avant-dernier GLUPS, c'était en été, donc tiens, moi j'aimerais aller me baigner, et donc on a une plage adaptée également pour les personnes. Une troisième qui disait, moi j'aimerais aller voir tel concert, et donc le chargé de mission du handicap sur les Bouches-du-Rhône a expliqué qu'il y avait un ensemble de places réservées justement aux personnes à mobilité réduite avec un accès privilégié à des tarifs également privilégiés. Donc on joue un rôle d'informateur finalement auprès des personnes à travers ces GLUPS, et c'est par rapport aux questions qui nous sont posées dans le cadre de ces réunions que l'on enrichit, je dirais, ce contenu en faisant venir donc les personnes qui nous semblent le plus adaptées par rapport à ces questionnements. Peut-être juste dernier point, ce que disait Guillaume à la fin en disant qu'on pouvait mutualiser les besoins en formation des différents secteurs. Est-ce que c'est quelque chose auquel vous êtes confronté ? Mutualisation, c'est-à-dire que on a mis en place donc 2 équipes dédiées handicap sur le département, et donc ce que nous faisons, c'est que nous faisons venir donc des spécialistes de structure pour, en plus des formations formelles qui peuvent exister, je dirais, qui viennent faire des échanges sur les bonnes pratiques, ce qui nous semble important, c'est-à-dire que les personnes confrontées à différents types de pathologies, que ce soit enfants ou adultes, donc expriment leurs difficultés, et donc on se retrouve avec des éducateurs souvent référents de ces structures qui viennent donc faire part, eux, de leur expérience en établissement, et je dirais quelque part tutorer, puisque c'est une formation tutorée qui est réalisée donc auprès de ces personnes. Et je dois reconnaître que sur le territoire, au début c'était un petit peu difficile de les faire venir, et maintenant on y arrive beaucoup plus facilement, et donc on arrive à avoir des interlocuteurs compétents qui viennent à ces réunions handicap pour nos intervenants, et ce qui nous permet de faire monter la compétence de notre personnel. Merci beaucoup. Je vais vous laisser passer le micro vers le deuxième binôme, donc Karine Mésange et Nathalie Piade. Donc la Sarthe, je dis pas de conneries, le 72 c'est bien la Sarthe. De bêtises, mais évidemment. Je tiens à préciser, parce que je vois que vous êtes venu avec un témoignage écrit de parents d'un enfant de 3 ans. Donc effectivement, la volonté d'Andéo, juste pour vous dire, effectivement un peu le making of, comme on dit, c'est évidemment le but. On voulait amener le plus d'acteurs possible pour que tous soient représentés, mais il y a parfois des contraintes matérielles qui font que c'est un petit peu compliqué. Donc avant de nous lire le témoignage, peut-être resituez-nous un petit peu la structure dans laquelle vous évoluez et le cas de cet enfant. Donc moi je suis mademoiselle Mésange Karine, voilà, donc je travaille à domicile 72. Je suis responsable de secteur, j'ai créé mon service en 2009 suite à, voilà, j'étais conseillère déléguée municipale, je m'occupais de l'handicap. Je suis également, dans ma famille, j'ai des gens qui sont autistes. Donc, et je me suis aperçue que par famille, voilà, ma sœur, quand elle a voulu reprendre son emploi, pour l'autiste, c'était un problème. Voilà, il est autiste sévère, donc aucune structure à part la psychiatrie, ou alors, hélas, fallait que ma sœur elle arrête son travail. Donc, on s'est aperçu sur la Sarthe qu'on avait beaucoup de parents qui étaient en demande. Donc, j'ai créé mon service en 2009, bien sûr avec ma direction. Donc c'est un service par contre qui répond tout à fait à la demande. C'est-à-dire on a des horaires atypiques, on travaille la nuit, on travaille le jour, on démarre à n'importe quelle heure, et on est dans un service d'accompagnement. Voilà, on travaille tout le temps. Donc on accompagne les jeunes en piscine, cinéma. Récemment on a fait un baptême de l'air, il n'y a pas longtemps on est parti en bateau. Voilà. Par contre mon service, je n'ai pas que de l'enfant, j'ai également de l'adulte, parce que j'estime qu'ils ont également besoin. Donc mon plus petit a 2 ans et le plus âgé en a 72. Voilà. Donc, on répond vraiment aux parents.
On n'avait pas dit qu'ils n'en avaient pas besoin. La thématique de la journée était sur l'enfance et les adolescents. Et alors, quand vous dites que vous travaillez tout le temps, comment ça se passe? Parce que j'imagine que Nathalie n'est pas bionique au point de pouvoir faire 24 heures de suite. Non. Donc j'ai une équipe de salariés. Donc actuellement, j'ai 62 salariés qui sont toutes diplômés. Donc elles sont AMP, aides médico-psychologiques. Et par rapport aux amplitudes horaires et par rapport au respect du code de travail, elles ont un planning. Et par rapport aux questions de qualification, pour faire rebond sur ce que disait Pascal, comment ça se passe quand les professionnels arrivent chez vous alors au point de départ, je travaille beaucoup avec les structures. Donc moi, j'ai beaucoup de relations avec les IME, les CHS. Donc et à chaque mise en place, quand l'assistante sociale passe au domicile, généralement, je suis présente pour le plan d'aide. Après, on a une équipe pluridisciplinaire, donc on rencontre les parents, les médecins, les ergos, enfin tout le monde. Et ma salariée est avec moi, enfin l'équipe. Donc on rencontre le jeune avant d'intervenir. Et généralement, on voit un petit peu le projet de vie, ce qu'ils attendent de nous. D'accord. Nathalie, peut-être présentez-vous avant évidemment de lire le témoignage et dites-nous déjà comment est-ce que vous êtes arrivée dans la structure de Karine. Alors donc moi Nathalie Pia, donc je travaille au sein de l'association Aide à domicile 72 donc au Mans et AMP dans le service Pôle handicap et je suis arrivée dans ce service qu'a créé Mademoiselle Mésange donc il y a 5-6 ans. Donc effectivement j'accompagne au quotidien des enfants et des adolescents, tout handicap confondu, que ce soit du polyhandicap, en passant par certains syndromes ou des TED ou troubles autistiques. Et donc, et je dis souvent, et c'est vrai que les familles nous disent, je suis le répit pour toutes ces familles. Effectivement, ils ont aussi une vie sociale, une vie professionnelle qu'ils veulent conserver. Et c'est effectivement, quand on est, surtout la petite enfance, de 0 à 6 ans, c'est très difficile. Parce que là, malheureusement, il n'y a pas grand-chose, quoi. Donc moi, je suis l'intervention à domicile. Donc là, j'interviens en crèche actuellement pour une adaptation pour le petit garçon, donc pour Nathan, dont j'ai la lettre de la part, j'ai la lettre du papa et de la maman, et autant sur le temps méridien aussi, temps cantine pour un jeune enfant qui est trouble autistique. C'est pas indiscret de vous demander quelle est votre formation initiale? Ma formation initiale, donc AVS. Et depuis peu, MP, puisque j'ai souhaité faire ma formation, parce que je trouve que auprès d'un public handicapé, quel que soit l'âge, il faut tout le temps se former. Puis, de toute façon, moi, ça ne s'arrête pas là en tant qu'AMP. Je souhaite continuellement me former et c'est une évolution. C'est une demande à laquelle votre employeur accède, évidemment. J'espère qu'ils vont accepter mes prochaines formations. Nul n'en doute. Je vous prends à témoin, Oui, non, il y a 200 personnes à témoin, donc là, elle aura du mal à se dédier. Parce qu'on a besoin de toujours se former, de toute façon, même si les parents connaissent très très bien leur enfant, leur ado, mais nous, professionnels, on a tout le temps besoin de se former et d'être toujours au contact et de se former. Et de collaborer aussi avec le médico-social. C'est très important. Les IME, toutes les structures. Avant de nous lire la lettre, redonnez-nous un petit peu le contexte pour qu'on comprenne bien. Donc, qui est Nathan, de quel mot souffre-t-il et depuis quand est-ce que vous vous occupez de lui? Alors Nathan, depuis l'année dernière. Nathan a 4 ans et Nathan est un petit garçon d'une fratrie, donc il a un petit frère qui est plus âgé que lui. Et Nathan a pas de souci. Et à 18 mois, il a fait de fortes convulsions qui l'a plongé dans un coma. Et depuis, il est handicapé à 80%. Donc, il n'a plus la motricité qu'il a eue au préalable. Il mange encore par voie buccale, puisqu'on arrive encore, mais sinon, il a une gastrostomie. Et donc, on intervient pour tous les actes de la vie quotidienne, que ce soit pour les soins et en même temps pour l'éducatif. Je vais peut-être vous laisser lire le témoignage que les parents ont prévu. Pour Nathan. Nous avons un petit garçon de 4 ans, Nathan, qui a été dans un état de mal convulsif prolongé il y a 2 ans et demi. Suite à cela, Nathan est handicapé à plus de 80%. Il a quitté l'Arche, donc c'est un centre de rééducation que l'on a à proximité, sur le Mans, le 1er janvier 2014 et bénéficie de la PCH depuis cette date. Nous avons fait appel à l'association Aide à domicile afin de faciliter le retour de Nathan à la maison, de reprendre respectivement nos activités professionnelles et d'avoir plus de temps aussi à consacrer au grand frère de Nathan. Nathan nécessite des soins du matin au soir, le laver, l'habiller, le mobiliser, car il ne se tient absolument pas seul, le nourrir et l'éveiller. Les auxiliaires de vie sont présentes pour l'accompagner pour tout cela et pour le stimuler physiquement et mentalement.
Le bien-être de Nathan et de notre famille ne serait pas possible sans leur aide. Donc effectivement, sans notre aide, c'est des parents qui devraient arrêter leur activité professionnelle puisqu'il a 4 ans ou cet enfant peut aller à 4 ans. Donc là, c'est l'intégration à la crèche 2 fois par semaine. Mais effectivement, ça pose quand même un souci pour toutes ces familles ayant des très, très, très jeunes enfants. Est-ce que peut-être ça évoque une réaction parmi vous? Vous voulez peut-être vous commenter les uns les autres? Daniel? L'aide à domicile est très très importante. Excusez-moi. L'aide à domicile est très très importante parce que évidemment ça aide les parents, mais ça fait surtout avancer les enfants. Ils sont dans leur milieu, ils sont dans leurs habitudes et ils avancent énormément. Laurent aujourd'hui n'a rien à voir avec Laurent qui est rentré à la maison il y a 17 mois. Pour tous ces enfants, le fait de se retrouver, c'est quand même la place d'un enfant d'être à sa maison avec ses frères et sœurs, ou bon, moi je suis seule avec lui, c'est très très important. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut développer au maximum. Le gros avantage aussi d'avoir son enfant à la maison, c'est qu'on peut choisir aussi le médical. On n'est plus dans une institution où on doit passer par les médecins qui sont de l'hôpital. On peut choisir les professeurs, on peut choisir tout ça. Donc c'est hyper important. Pascal, peut-être un complément, vous avez parlé en premier. Non, mais pour rejoindre l'intérêt de l'aide à domicile, c'est vrai qu'on peut apporter aussi des connaissances au niveau de certaines activités qu'on peut proposer, parce qu'on en a aperçu chez l'orthophoniste, voilà, même si on n'est pas formé, parce que moi j'avais pas de formation à la base, comme forcément on s'y intéresse, hein, on n'est pas là juste pour les regarder évoluer, on les accompagne, donc on voit le kiné, on voit comment il fait, on voit l'orthophoniste, quel exercice elle propose, et puis pour ma part j'ai des enfants. Donc avec mes enfants, j'ai fait des activités quand ils étaient petits que je peux reproduire avec Lilian, ce qui lui a plu. De là, on est passé à autre chose. On a essayé la lecture, donc d'un enfant qui ne parlait presque pas quand je suis arrivée il y a 6 ans. On est arrivé à un enfant qui s'exprime par phrase et plus par mots-clés. Qui sait reconnaître les lettres de l'alphabet, qui sait faire de petites syllabes. Alors, il y a des fois où ça va bien, il apprend, des fois où ça va moins bien, où l'apprentissage se fait moins. Mais voilà, on apporte des petites pierres à l'édifice, au quotidien, des petits bricolages, parce que c'est vrai qu'on parlait des moyens techniques tout à l'heure, et des fois, on se retrouve un peu dépourvu. Alors, il y a beaucoup de moyens techniques qui existent pour les personnes à mobilité réduite ou avec des handicaps physiques. Et le problème, c'est que quand il y a des troubles psychologiques, il n'y a pas forcément ce qu'il faut. Donc, on bricole, on essaye de trouver. Alors, avec la famille d'accueil, on avait réussi, parce que Lilian jette beaucoup les choses quand il les a à la main ou quand il a peur de les renverser. Au final, il le fait. Donc, on avait bricolé un plateau sur lequel on avait collé une assiette, sur lequel on avait fait passer des sangles pour l'attacher à la table. Tout ça, enfin, c'est des petits bricolages. Ça peut paraître pas grand-chose, mais grâce à ça, il a réussi à manger seul, parce qu'il avait plus peur de jeter son assiette. Voilà. Donc, les cuillères qui s'attachent au poignet, ça existe déjà. Donc, avec ça, avec le petit plateau bricolé, voilà. Et maintenant, il arrive à manger dans une assiette en plastique toujours, mais il n'a plus besoin de son plateau parce que maintenant, il a compris qu'il n'était pas obligé de le jeter. Voilà, donc c'est plein de petites choses qu'une aide à domicile, malgré le fait qu'elle n'ait pas de formation, mais qui arrive avec un œil extérieur, un œil un peu plus frais, voilà, peut apporter. Voilà, c'est parfois pas grand-chose, enfin, on s'imagine que ça peut être, mais ça aide beaucoup et ça fait faire des progrès. Il ne faut pas minimiser comme ça, il ne faut pas dire pas grand-chose. Mais ça, c'est quelque chose qui est assez poignant, qui ressort de tous vos témoignages, c'est que quel que soit le type de handicap, c'est une institution apprenante au très long cours. Alors, on a un luxe infini pour une fois, c'est qu'on va avoir le temps de prendre des questions, mais d'abord, on a la chance d'avoir un grand témoin. Comme ça, vous avez été présentée, Marie-Vonne Yazid. Donc, vous avez, dans une vie antérieure, vous avez dirigé la Fondation Caisse d'épargne pour la solidarité. Donc, vous aviez des très gros budgets à l'époque. Vous avez eu l'occasion de souvent discuter avec les pouvoirs publics. Ensuite, vous avez été adjointe aux défenseurs des droits sur les questions de discrimination. Donc, ça vous donne une multiplicité de points d'observation. D'abord, peut-être un commentaire sur tout ce qui a été dit sur ces familles.
Alors, et ces professionnels. Vous avez peut-être oublié juste un point qui me semble aussi me donner une expérience, c'est que j'étais une militante associative et à ce titre-là, j'étais présidente de l'association Guino et c'est une des associations fondatrices d'Andéo. Alors, je dirais, j'ai une grande satisfaction à entendre toutes les personnes depuis ce matin, parce que lorsque, en tant que militant associatif, on a créé Andéo, on avait une intuition. Et l'intuition, c'était que Andéo, en sus de tout ce qui existait déjà, pouvait être un acteur comment je dirais, d'une toujours plus grande autonomie des personnes, qu'elles soient enfants, qu'elles soient adultes ou qu'elles soient très âgées, et que cette plus grande autonomie, elle passait beaucoup par les métiers du quotidien. C'est quand même dans la proximité de la personne, que l'on soit parent, que l'on soit accompagnant ou que l'on soit professionnel, c'est quand même dans cette plus grande proximité qu'il y a véritablement, comment je dirais, le soutien le plus fort, selon moi, justement à tous ces développements de capacités qu'on permet. Et la ministre l'a évoqué, c'est cette année le 20e anniversaire de la Convention internationale des droits de l'enfant. Et j'ai aussi aimé que cette journée soit mise dans ce contexte. Alors certes, on a parlé de la Convention internationale des droits des personnes handicapées, mais ça me paraît encore plus fort de dire que tout enfant est un enfant et une personne en devenir, et que dans ce devenir-là, eh bien, c'est vrai que c'est de plus en plus une approche globale qu'il faut faire de l'enfant, et dans tous les aspects de sa vie, que ce soit à l'école, que ce soit dans le périscolaire, que ce soit dans le loisir, que ce soit aussi, et j'ai bien aimé certains moments de film, et j'ai eu l'occasion de voir une autre vidéo dans un autre contexte, que ce soit aussi dans les moments où, dans le fond, on ne fait rien, et qu'on soit heureux de ne rien faire, et éventuellement qu'on soit heureux de ne rien faire seul, ou en proximité des gens qui vous aiment. Et j'ai trouvé aussi extraordinaire, parce que je sais que dans la salle, il y a aussi des personnes qui ont beaucoup contribué à l'évolution des services à domicile. Il y a 20 ans, les services à domicile pouvaient paraître être les parents pauvres de l'action médico-sociale, et tout ce qu'on a entendu aujourd'hui montre combien ces services comment je dirais, ont pris toute leur place dans l'offre globale. Oui, ça c'est un point sur lequel vous vouliez vraiment insister, c'est-à-dire que évidemment aujourd'hui vont remonter, et c'est fort légitime, des insatisfactions et des impatiences, mais vous souhaitiez insister sur le fait que si on regarde quand même, si on a un regard diachronique et qu'on regarde ce qui se passait il y a 10 ans ou 15 ans, on va quand même malgré tout vers le mieux et vers une plus grande prise en compte de la citoyenneté et du libre choix. Je dirais, parce que là, l'assistance est jeune, alors je vais jouer les seniors qui font un petit peu d'histoire. Et c'est vrai qu'on a beaucoup, dans ma génération, parlé de la loi de 1975, qui a été très fondatrice pour donner des droits aux personnes et qui a permis aussi l'évolution, enfin la création, l'évolution des structures. De 2005, pour moi, c'est aussi une continuité de cette première loi, parce que là, on est vraiment dans la citoyenneté, donc le droit et la Convention internationale des droits de l'enfant. On est dans la participation, et on voit bien que tous les films montrent que tout le monde participe. La personne, le professionnel, le parent, le voisin. Donc il y a vraiment, on est dans la vie. Hein, donc vraiment cette idée de participation. Et puis l'égalité des chances, eh bien là on voit que parce que de plus en plus s'impose la notion de parcours pour un enfant ou pour une personne plus âgée, un adulte, un adolescent, eh bien c'est vrai que ça bouscule les institutions, ça nous bouscule, nous professionnels, pour que on s'adapte dans les modes de fonctionnement à cette demande de prise en compte globale de la personne et d'approche. Alors,
pour autant, ça ne va pas sans difficulté. Et la difficulté que moi j'avais beaucoup repérée quand j'étais dans cette mission d'adjointe au défenseur des droits, c'est que pour autant, les parents restent toujours aussi démunis lorsque ce bouleversement dans la vie intervient pour savoir où trouver l'information et puis surtout savoir comment être accompagné pour justement trouver les choix à faire pour son propre enfant. Et de même que cette étude a été faite, le défenseur des droits, après avoir fait un travail pour aboutir à une recommandation sur le périscolaire, nous avions aussi lancé un appel à témoignages par rapport aux parents et leurs besoins dans le périscolaire. Nous avions eu à peu près 1100 réponses et en comparant avec les résultats de vos 744 questionnaires, il y a une convergence totale. Alors maintenant, c'est effectivement la réflexion à conduire, c'est comment je dirais, savoir se rendre disponible pour les personnes qui ont besoin des services. Et là, je crois que l'action d'Andéo, au travers des pôles locaux, elle est particulièrement déterminante parce que il faut pas avoir l'illusion d'avoir des solutions globalisantes qui vont partir d'en haut. Et je pense qu'effectivement, c'est à l'échelle de territoire que l'on peut réfléchir et l'action de la Sarthe, alors j'y suis d'autant plus sensible parce que c'est mon département de naissance, donc je suis toujours heureuse d'entendre parler de la Sarthe. Je trouve particulièrement exemplaire, je dirais, votre offre qui naît de, je dirais déjà, votre volonté de vous révolter face à des situations que vous avez jugées non acceptables. Et dans cette révolte-là, vous construisez avec toutes les parties prenantes la réponse qui sera une voie de progrès. Et rapidement, j'espère que vous aurez d'autres personnes qui vous bousculeront pour vous dire les voies de progrès devraient être les suivantes. Et justement, on va peut-être conclure sur ces voies de progrès. Vous avez cité la loi de 75, que je ne connais que par les livres. T'es pas né. Mais il a beaucoup été fait mention de la loi de 2005, dont on va fêter les 10 ans l'an prochain. Laurent a eu son accident en 2011, donc, puisque c'était il y a 3 ans. Cette loi de 2005, elle a suscité des espérances folles avec une fluidité incroyable, etc. Et pourtant, 6 ans après que la loi a été votée, on voit dans quel désarroi informatif vous étiez, madame. Donc, comment est-ce que vous voyez l'évolution vous qui avez beaucoup travaillé avec les partenaires publics et que vous savez très bien, je crois que c'est le sociologue Michel Crozier qui disait on ne gouverne pas par décret, et donc il ne suffit pas d'être dans l'incantation et d'écrire une loi pour que ce soit complètement mis en application. Comment est-ce que vous voyez la fluidification des parcours et notamment sur ces questions d'information ? Alors, la première des choses que je dirais, c'est accepter la prise de parole de partout d'où elle vient. Et c'est vraiment cette prise de parole dans les expériences qu'elle porte qui sert de moteur à la réflexion sur l'offre. Encore maintenant, on est souvent dans une parole descendante. Donc, première perspective, tout ce goût de la citoyenneté qui est né par la loi de 2005, il faut la continuer. Justement dans des débats qui sont de plus en plus avec les parties prenantes. La deuxième des choses, je pense là aussi, ça me paraît être une voie du futur. Le parcours va s'imposer, l'approche globale d'une personne va s'imposer, et dans le même temps que c'est référé à un territoire. On est tous de quelque part, on habite tous quelque part. Donc c'est parcours et territoire. Et de ce fait-là, par la force des choses, l'offre va devoir continuer à s'adapter, qu'elle soit du domicile ou des institutions, en trouvant des modalités effectivement toujours plus fluides pour se coordonner.
Mais, et j'en terminerai par là, je crois que à chaque fois, c'est la parole des personnes, qu'elles soient personnes concernées par la situation de handicap ou parents ou accompagnants des personnes. Il faut que nous tous, on accepte que ce soit le moteur. Et vraiment le dernier mot, 2015, c'est 10 ans, c'était aussi l'échéance qui était offerte pour que notre société franchisse une étape importante sur l'accessibilité. Bon, on voit bien là qu'une petite partie du chemin a été fait, il faut continuer sur ce chemin, mais en y introduisant peut-être aussi une idée qui est l'idée maintenant d'inclusion. C'est-à-dire qu'il n'est plus question d'intégrer les personnes en situation de handicap parce que nous faisons tous partie de la même humanité, donc nous sommes partie d'un tout, mais il faut que justement de plus en plus la société s'interroge et s'interroge de manière générale. Les problèmes qu'on a évoqués ce matin de l'articulation entre la crèche, une famille, après l'inclusion à l'école, le loisir, le sport, eh bien, c'est la vie quotidienne de tous. Et donc, de ce fait-là, une réflexion, et je regarde madame qui est élue, je pense que de plus en plus, les élus sont dans cette idée-là de l'aménagement de leur territoire, c'est qu'il faut que nous construisions des espaces de vie qui soient des espaces de vie pour tous. Donc, le fait que l'accessibilité soit pas encore complètement réalisée devrait nous permettre de pousser encore plus cette idée que nous devons, chacun à notre place, nous sentir responsables d'une société où chacun a sa place. Et de ce point de vue, tout ce qui est fait dans le champ du handicap est en général éclaireur du futur. Espérons-le. Merci beaucoup, Marie-Vonne. On va... Une question pour vous, en fait. On va vous faire passer des micros, donc on a un peu de temps pour prendre des questions, mais j'ai une bonne fée, dont je tairai ma source, mais qui me dit, peux-tu demander à la personne du 34 qui paye l'intervention, car en l'espèce c'est original, mais je ne vous dirai pas qui m'a donné cette information. Et donc commencez à lever la main pour poser des questions. Il y en a une à deux. Il y en a où là-bas, ce sera au choix parce qu'il y a une forêt de mains. Donc Pascal. Donc, en ce qui concerne Liliane, l'intervention est prise en charge par le Conseil général. Oui. Donc via la PCH. Merci pour la précision. Il n'y a pas de micro ? Il y a toute une... Pouvez-vous répartir des deux côtés parce que j'ai vu au moins 3 ou 4 mains se lever. Donc relevez la main parce que le micro approche. Bah, allez-y, vous avez une dame juste là. Oui, bonjour. Marie Lejean, directrice d'un service, d'un SAAD spécialisé dans le handicap moteur, puisque je travaille à l'APF. Nous avons également un SAVS, un SAMSA et un service mandataire. Donc vraiment du domicile, rien que du domicile. Nos services sont destinés aux adultes principalement, mais je rejoins complètement ce qui vient d'être dit par Madame Liazide, que c'est bien sur les territoires qu'il faut que ça bouge et qu'on a besoin d'être bousculé. Depuis peu, nous sommes, c'est-à-dire depuis un an et demi environ, nous avons été sollicités par des familles dont les enfants, effectivement, étaient dans des situations très, très complexes au niveau du handicap. Nous avons commencé à y répondre je me disais, bon, on n'est pas tout à fait pour ça, pas encore en tout cas. Et dans le cadre d'un service mandataire, donc ça s'est bien passé, ça s'est plutôt pas mal bien passé. Et maintenant, on est sollicité au niveau du prestataire. Le fait qu'on y réponde, il y a eu du bouche à oreille. Les familles se connaissent entre elles à travers le CAMS, le CESAD, etc. Et aujourd'hui, depuis un an, c'est plus une, mais 4, 5, 10 familles qui nous appellent. Et je crois que le dernier mail que j'ai reçu, il s'agit d'une petite fille de 15 mois, c'était la semaine dernière.
une collègue de CAMS qui appelle en disant voilà, la maman a 15 mois, il y a une petite fille de 3 ans, le papa travaille, il y a besoin d'aider cette famille. Et je ne vois pas comment on pourrait dire non. Voilà, c'est tout. Merci beaucoup pour ce témoignage. Madame ? Oui, bonjour, je suis Odile Antoine, je suis une maman, la maman d'une fille qui a 11 ans et qui est pluri-handicapée, c'est-à-dire moteur, sensoriel, mental. Ce que je veux dire, c'est que moi, j'ai quand même mis pratiquement 10 ans pour comprendre un peu comment faire, trouver les bons interlocuteurs. On parle beaucoup des tout-petits, mais moi, j'ai mis énormément de temps avant de comprendre que je pouvais être aidée à un âge précoce pour ma fille. Et je voulais dire que le premier frein, à mon avis, on n'en parle pas assez, c'est un frein financier. Moi, je suis en fait dans des groupes de parole de parents. Je suis au conseil de la vie sociale de l'établissement qui accueille ma fille. Et la première chose qui ressort, c'est un manque d'aide financière. On a parlé de la PCH, mais il faut savoir quand même que c'est très long. Moi, c'est mon exemple, mais il y en a plein d'autres. Ça fait plus d'1 an et demi que je suis en discussion avec la PCH pour obtenir enfin une aide financière. Donc vous pouvez comprendre que certaines familles peuvent avancer 1 an de trésorerie, d'autres ne peuvent pas le faire. Donc même si les agences sont là et ont envie d'apporter une réponse, si derrière il n'y a pas les moyens financiers, c'est un petit peu un coup d'épée dans l'eau, je pense. Donc il faut vraiment, je pense, insister là-dessus quand même. Voilà, je voulais aussi dire que la MDPH aussi parlait souvent de aide à la vie quotidienne. On distingue peut-être pas assez bien qu'il y a la vie quotidienne, donc les soins, l'hygiène, la pose des appareillages. Là, on a besoin plus peut-être de faire appel à des agences généralistes, effectivement. Et puis, on a ces besoins spécifiques, ces besoins éducatifs dont vous avez parlé, qui effectivement émergent de plus en plus chez les familles. Et là, quand on parle de ça au MDPH, on nous dit « Ah non, mais ça vient après, c'est moins prioritaire ». Et on a énormément de mal à faire passer ces besoins-là. Et souvent, on doit les transformer, enfin les maquiller, c'est une belle hypocrisie, je trouve, en aide à la vie quotidienne. On doit dire, voilà, tout le monde est au courant, on sait que c'est pour les emmener à l'extérieur, pour des activités extérieures ou pour de la... moi, par exemple, j'ai une intervenante qui fait travailler ma fille sur les méthodes Montessori. Ça marche énormément. C'est extraordinaire ce qui est en train de se passer avec ma fille. Bon, j'ai trouvé la personne, j'ai trouvé la formation, j'ai fait tout toute seule. J'essaie de faire passer, d'avoir une aide sur cette intervention. Je prouve que ça marche en plus et j'aimerais même que ça se diffuse. Mais j'ai une réponse négative puisque c'est trop spécifique. Voilà, donc c'est pas. Ou alors, ok, on le fait passer, mais on dit que c'est de l'aide humaine, donc on dit que c'est les temps de repas et c'est de l'aide de repas. Voilà, je trouve que c'est un peu hypocrite et c'est dommage. Ça va bouger, mais ça met beaucoup de temps et nos enfants grandissent et voilà. Donc, si on pouvait aller plus vite, parfois, ce serait bien. Merci. Merci à vous. Peut-être Daniel, sur les questions financières qui ont été évoquées dans un premier temps. Tout à fait ce qu'a dit la dame. On nous demande d'être des parents, on doit être auprès de nos enfants, on doit faire des devis, on doit monter des dossiers, on doit demander des accords, c'est très long. Pour vous donner un ordre d'idée, quand j'ai voulu ramener Lolo à la maison, j'ai fait faire tous les travaux. Et ensuite, j'ai tout mis dans une boîte parce que je ne pouvais pas être partout. Des amis ont voulu faire la même chose pour leur fille, attendaient d'avoir les moyens de le faire, que les aides soient débloquées. Ils ont mis 1 an et demi de plus que moi. Leur fille est rentrée il y a 1 mois à la maison. Donc, il y a un gros problème au niveau des délais. Vraiment, un gros problème au niveau des délais. Il y a des aides, elles sont très longues à obtenir. Et en plus, on nous demande à nous d'aller les chercher, de monter les dossiers. On n'est pas en capacité de faire ça. C'est trop nous demander, on doit être sur tous les fronts et on est des parents, on veut juste prendre soin de nos enfants. On doit être sur tous les fronts. Il y a un gros problème à ce niveau-là. Quand des parents attendent, il y a 1 an et demi d'écart avec moi pour emmener leur enfant à la maison. C'est pas normal. Ouais. Marie-Vonne, vous vouliez compléter aussi peut-être ce point-là. Et puis sur le second point évoqué sur la tartufferie du fait qu'on est obligé de maquiller certaines aides pour que ça rentre dans les cases prévues à cet effet. Je dirais, à nouveau, j'aurais un propos optimiste. Je suis toujours frappée comment, dans le fond, la vie est plus forte que la difficulté et que vous êtes toujours, je dirais, vous vous portez toujours en avant par rapport aux besoins de vos enfants.
c'est clair que toute loi, tout décret, tout arrêté, tout circulaire et toute organisation administrative a toujours un temps de retard par rapport à cela. Il peut pas y avoir la simultanéité de la fluidité de la réponse administrative et justement la manière dont, sur le temps présent et dans l'anticipation, vous êtes à accompagner toutes les capacités de votre enfant. Alors, pour autant, faut pas baisser les bras. Hein, mais je dirais, toute société évoluée, elle a des dispositifs extrêmement complexes. Et c'est ce qu'on percevait très bien chez le défenseur des droits, c'est qu'on a les droits qui existent, on a souvent la réponse qui existe, mais l'accès à ces droits étant tellement complexe qu'il y a souvent renoncement aux droits. Alors, de ce point de vue-là, à nouveau, je dirais, c'est sur le territoire qu'il faut trouver des solutions. Les MDPH sont au cœur de ce réacteur-là. C'est avec les MDPH qu'il faut, je dirais, bon, on a parlé de maquiller, mais non, à un moment, effectivement, il faut pouvoir dire que la demande, c'est maintenant du périscolaire. C'est pas seulement l'aide humaine dans la vie quotidienne. Et c'est ça qui fait avancer une société. Mais forcément, elle est sur, je dirais, 2 vitesses différentes. Il ne faut pas avoir l'illusion qu'on trouvera des systèmes administratifs complètement dans la réponse instantanée. Mais il faut absolument raccourcir les délais. Alors, sur les adaptations de logements, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de réflexions sur les fonds d'intervention qui permettraient de faire la trésorerie pour les parents qui, effectivement, n'ont pas à faire cette trésorerie. Et tout ça pour terminer, pour dire qu'il serait intéressant que on puisse observer maintenant en France la question des inégalités sociales dans le champ du handicap. Parce que c'est vrai que selon les territoires, là à nouveau, on voit combien le décrochage est en train de se faire par rapport à la qualité de l'accompagnement sur le marqueur de l'inégalité sociale. On va faire tourner les questions, mais peut-être juste les professionnels, vous voulez répondre aussi à cette question du périmètre des interventions, de ce qui vous est adressé, de ce que vous faites réellement. Oui, là je vois par exemple pour Nathan, effectivement il y a beaucoup de transferts et quand ils ont acheté la maison, ils ne l'ont pas acheté en fonction de Nathan handicapé, mais Nathan tout à fait valide. Effectivement, le problème se pose à l'heure actuelle, c'est sa chambre étant à l'étage et tout le matériel est en bas de la maison. Et nous, les transferts, c'est vrai, donc il a demandé un monte-escalier, mais ça prend énormément de temps. Mais c'est maintenant qu'il nous faut le matériel adapté. Et c'est ça qui est compliqué, et c'est que les instances, les pouvoirs publics ne comprennent pas toujours, quoi. Et les parents sont démunis, effectivement. C'est un parcours du combattant pour plein de choses. Et c'est vrai que c'est très, très difficile. Très difficile. Mais bon, on y arrive en faisant des petites choses tous les jours. On y arrive à construire des choses. Karine, Eric, est-ce que vous maquillez des... Non, mais juste après, en parlant de la scolarité, il n'y a pas que la MDPH. Hein. Moi, je sais qu'on intervient dans les cantines scolaires et au niveau des mairies, on a la réussite éducative qui est là pour prendre en charge. Donc, je pense qu'aussi, il faut peut-être sonner toutes les portes. C'est ce que je fais. Mais voilà, les mairies peuvent participer. Eric, Oui, enfin, je voulais peut-être revenir un petit peu effectivement sur l'inégalité sociale dont parlait Madame. C'est vrai que dans certains cas, on est confronté à, et je crois que l'enquête le précisait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a une certaine proportion, vous voyez, 30% d'employés et 30% de cadres supérieurs et 30% de personnes sans emploi. Et sur les personnes sans emploi, ce sont les personnes avec quasiment pas de ressources.
Et dans le cadre de l'aide au quotidien, on constate une grande disparité. Donc moi j'ai été témoin. C'est vrai que lorsque la famille a la chance d'avoir quelques moyens, je dirais l'aide est plus simple et l'intégration au domicile est beaucoup plus aisée. Je dirais à travers donc une anticipation sur des moyens d'adaptation du logement au handicap de l'enfant. Et dans d'autres cas, les personnes avec des tout petits moyens, je dirais, n'ont pas la capacité de faire le moindre effort financier donc, pour adapter leur logement. Et donc on voit cette inégalité criante par rapport à ce que vous indiquiez, qui est vraiment flagrante sur le territoire, de voir eh bien, des enfants qui, dans des situations de handicap similaires, n'ont absolument pas, je dirais, la même autonomie à leur domicile de par ce manque de moyens. Madame ? Oui. Chantal Auton, je suis administratrice de Dialogue Autisme dans le Loiret. Alors je vais avoir une question assez pratique, mais je vais d'abord raconter un peu l'histoire. J'ai été pendant un temps aidante familiale d'un petit-fils autiste. Quand il était petit, il allait à l'école à plein temps et donc je faisais 40 km, enfin 80 km aller-retour les mercredis et les vacances scolaires. En grandissant, son manque d'autonomie, sa tendance aux fugues ont fait que sa scolarité a beaucoup diminué et qu'en plus on ne l'acceptait pas si son AVS n'était pas là. Et puis au CESAD, il y a souvent des absences d'éducatrices, de psychomotes, etc. Et donc à chaque fois, il fallait pallier, il fallait arriver vite fait. Et puis il y avait aussi les jours où il faisait une grosse crise à l'école, où il fallait venir le chercher en urgence. Alors, habitant à 40 km, c'était pas si pratique. Et donc les parents ont cherché un SAP, soit pour suppléer, soit pour me remplacer. Et eh bien, ce SAP, il a mis une annonce et pendant 2 mois, ils n'ont trouvé personne, aucune candidat pour venir dans leur commune. Pendant ce temps-là, pendant ces 2 mois, moi j'ai été souffrante. Et là, les parents, ils ont fait un exercice périlleux. Ils travaillent chez le même employeur et chaque jour, ils étaient obligés de prendre, chacun à leur tour, des heures sur leur temps de travail. Ça a duré 15 jours et ça a quand même été assez compliqué. Et donc là, au niveau de notre association, nous souhaitons soit nous conventionner avec un SAP, avec des gens que l'on formerait, soit créer notre propre SAP. Et ma question pratique, administrative, c'est est-ce que pour les professionnels et Capandéo, est-ce que le mieux, c'est de créer un SAP qui serait uniquement consacré à l'autisme? Est-ce que ça, c'est une chose possible? Ou est-ce qu'il vaut mieux essayer de se raccorder à un SAP existant en leur proposant une convention pour former leur personnel et avoir un engagement de leur part de répondre en urgence à toute demande? Qui se lance? Bon, je dirais qu'effectivement, la meilleure solution est que le service à domicile, finalement, tisse une convention avec l'établissement dédié sur le traitement de l'autisme pour monter en compétences. Parce que malgré tout, partir de zéro et monter une structure, je pense que c'est compliqué. Et il est préférable de s'appuyer, c'est là où je pense que les labellisés Capandéo ont tout un intérêt, ayant déjà beaucoup investi, je dirais, dans la formation et le suivi des bénéficiaires, donc de démultiplier les conventions avec les structures. Moi, c'est une difficulté à laquelle on a été confronté il y a 2 ans, après la labellisation, c'était de trouver donc des structures volontaires pour signer un conventionnement. Un conventionnement, c'est pas simplement se dire on vient se dire bonjour 2 fois par an et c'est tout. Non, au contraire, un conventionnement, qu'est-ce que c'est? C'est, je dirais, une mise en commun donc de moyens. Je dirais d'un côté, c'est que l'établissement spécialisé, je dirais, délègue de la ressource humaine pour faire monter en compétence la structure à domicile, et que de l'autre côté, la structure à domicile délègue dans le cadre de réunions de pilotage hebdomadaires ou mensuelles au sein de cet établissement, je dirais, un retour de la réalisation de l'aide effectuée au domicile de la personne. Donc je pense que ce conventionnement donc, est réciproque et qu'il faut impérativement démultiplier, et je pense que les différents acteurs
acteurs et représentants d'associations, je dirais, doivent bien faire passer auprès de leurs membres cette nécessité, je dirais, de multiplier les conventions pour améliorer la compétence des services existants. Monsieur le directeur général d'Andéo peut peut-être apporter un complément à cette question ? Oui, enfin, Éric Bobet vient déjà d'apporter une bonne partie des éléments de réponse. Madame, ce que je voulais vous dire, c'est finalement, les solutions que vous évoquez, elles sont toutes bonnes. Elles sont toutes bonnes, à la réserve près que, comme Éric le disait, monter un service ex nihilo, il faut s'y atteler, mais on a ici, madame, vous avez témoigné, il y a 5 ans vous êtes lancé, et puis voilà, donc s'il y a les forces vives et la volonté, ma conviction est que c'est réalisable. Vous devez cependant vous poser quelques questions, malgré tout. Et en particulier, une des questions qu'on s'est posées, nous, chez Andéo, c'est quand on a démarré, il y a 6-7 ans, les premières réflexions, c'était... Finalement, qu'est-ce qu'on doit promouvoir ? Est-ce qu'on doit promouvoir plutôt la création de services spécialisés ou, après tout, s'appuyer sur les services existants ? Bon, le choix que nous avons fait, nous, c'est la deuxième solution. Et c'était, me semble-t-il, un choix raisonné. Parce que, quand même, à l'époque, on s'est dit avec les membres du conseil d'administration, si on prend la stratégie, non, on va en fait porter... la création de services spécialisés, on n'est pas sorti de l'auberge, quoi. On n'est pas arrivé au bout du chemin. Premier élément. Deuxième élément, on va créer encore un peu plus de concurrence dans un secteur où quand même il y a déjà de la concurrence. Donc le choix que nous avions fait à l'époque était un choix, on s'appuie sur les services existants. Le territoire est plutôt bien maillé en matière de services à la personne. La ministre le disait ce matin. Après, on va aider ces services qui interviennent plutôt majoritairement auprès de personnes âgées. On va les aider à monter en compétences pour s'adapter. Et vous avez d'excellentes illustrations ici à la tribune aujourd'hui. Donc voilà, moi j'allais dire, on n'a pas de religion, nous, du côté d'Andéo là-dessus. On n'est pas dogmatique. On dit, après tout, s'il y a des gens qui vraiment ont la volonté, ont envie de porter, aller plutôt vers un service spécialisé, voire très spécialisé, pourquoi pas. Il faut aller regarder, faire une enquête de besoin quand même préalable pour aller vérifier si, une fois qu'on a créé le service, on va quand même avoir suffisamment de demandes aussi spécialisées que cela pour faire fonctionner le service en question. Voilà, quelques éléments, mais la discussion pourrait être plus vaste que cela. Merci. Monsieur, et puis on fera passer le micro là-bas, il y a une question, et c'est important que ça tourne. Oui, Didier Duplan, ADC à domicile. Donc, oui, bien sûr, on cautionne ce qui a été dit, c'est que l'important, c'est d'avoir un projet associatif, un projet d'intervention, un projet de réponse coordonnée. Mais je voulais revenir sur surtout le problème de la PCH et du Maine. C'est un réel problème. Et là, Madame Liazine, vous avez dit, oui, on est bien d'accord et on se côtoie, on se rencontre suffisamment régulièrement pour échanger. Mais la co-construction, c'est bien, mais ça fait 10 ans qu'on construit. Donc, bien sûr, tous les partenaires sont concernés et Madame Neuville, malheureusement, évidemment, on comprend bien, ne pouvait pas rester avec nous, mais on lui a fait entendre encore récemment qu'il était urgent de régler ce problème. Pourquoi ? Parce que d'abord, en termes d'équité, on parle d'équité, on parle d'une loi 2005 qui avait ce but. Or, l'aide humaine, personnes âgées, on ne distingue pas, et heureusement, parce que sinon je ne vois pas comment on ferait. Là, on est dans une aberration de la loi qui n'a toujours pas été corrigée. Et je remonte juste le fait que tous nos services sont borderline en permanence, que ce soit auprès de personnes âgées, mais que ce soit auprès et encore plus par rapport à l'aide humaine sur les problèmes, les attentes à apporter aux personnes en situation de handicap. Donc il y a vraiment urgence et on souhaite vraiment que ce n'est pas une question d'un tel ou d'un tel, c'est une question qu'on porte collectivement, cette nécessité de mieux répondre aux besoins, de ne pas être toujours effectivement sur le fil du rasoir, avec les problèmes que ça peut poser, parce qu'on est tous là pour apporter la réponse aux besoins, immédiateté, on l'a vu, il faut s'adapter.
Le problème, c'est que si on s'adapte dans un cadre juridique qui n'est pas sécurisé, le jour où il y a un problème, le problème il retombera sur les structures, sur les intervenants à domicile, bien évidemment, ça va de soi, sur les personnes aidées. Mais attention, on est vraiment sur des situations qui peuvent devenir très critiques. C'est clair qu'à l'heure actuelle, il y a une distorsion entre, comment je dirais, une offre qui de plus en plus s'adapte à ce que souhaitent les personnes et un cadre institutionnel et tarifaire qui se met en porte-à-faux par rapport à cela. Et on a évoqué la loi de 2005. Auparavant, il y avait la loi du 2 janvier 2002 qui catégorisait les services et établissements. On constate que de jour en jour, elle est de plus en plus obsolète. Hein. Donc cela, plus la tarification. Alors, il y a des chantiers qui sont ouverts sur ces questions. Je peux que simplement vous encourager, en tant que fédération, à continuer à porter ce message. Parce que je crois que la pression de la manière dont les parents souhaitent anticiper pour leur enfant, cette pression ne va pas se relâcher. Et c'est heureux, hein, parce qu'il y va effectivement au quotidien de soutenir les capacités des enfants en question. Hein. Donc, je peux que vous dire, continuez, je dirais, y compris au CNCPH, ces questions ont été abordées. Il faut continuer à dire qu'effectivement, la distorsion entre les natures d'institutions, leur financement et les responsabilités que ça engage vont être de plus en plus dans une caducité vis-à-vis du souhait, comment je dirais, des modalités déjà actuelles d'intervention. Bonjour, Ismaïl Adel, directeur général adjoint de l'ARPEI. C'est en Seine-Saint-Denis, association régionale de parents. On a plusieurs dispositifs dans l'association. Il y a donc foyer d'hébergement pour travailleurs handicapés, il y a ESAT, il y a foyer d'accueil médicalisé, il y a foyer de vie, il y a, dernière création, un café associatif tenu par des travailleurs handicapés en centre-ville de Gagny, et il y a un IME. Alors, j'aime bien bousculer les lignes, et je me pose la question de savoir comment, dans le cadre de l'IME, et est-ce que c'est de l'ordre du possible, créer une offre qui puisse répondre en partie aux besoins qui ont été évoqués ce matin. J'ai l'impression quand même que les professionnels du médico-social sont assez absents ce matin. Voilà. Et si c'est de l'ordre du possible, que me conseillez-vous? Alors moi je découvre Andéo, je ne connaissais pas. Hein, donc voilà. Alors, pour l'absence des professionnels du médico-social, on essayait de représenter les intervenants du domicile, donc ça peut s'expliquer. Et par rapport à la question spécifique de l'IME, quelqu'un peut répondre? Je voudrais quand même signaler que les membres fondateurs d'Andéo sont aussi l'UNAPI et la FEGAPI, qui ont été très moteurs dans la création d'Andéo. Bon, moi, je ne connais pas toutes les personnes dans la salle, mais ce qui me frappe, c'est que, justement, il me semble que est en train de s'abaisser la frontière qu'on mettait dans le champ du médico-social des établissements et du domicile. Alors, pour la réponse technique, malheureusement, je ne suis plus ces questions, donc je pourrais pas, je craindrais de vous raconter une bêtise, mais moi, je connais beaucoup de projets associatifs qui, justement, cherchent à épouser le parcours, hein, l'offre pour répondre au parcours des personnes, et qui trouvent les artifices juridiques pour pour le réaliser. Mais là, je pense que à nouveau, Patrick, tu pourrais apporter une réponse précise, ou Guy Agege, en tant que président de la FEGAPI. On peut juste donner un micro à Guy Agege pour un complément, et derrière, madame, vous posez votre question, évidemment. Oui, donc bonjour, Guy Agege, toujours président de la FEGAPI, sauf s'il y a eu un putsch ce matin, mais bon, pour l'instant, je pense pas. J'aurais été informé par SMS. Non, peut-être deux ou trois remarques, c'est un peu pour détendre, deux ou trois remarques. Peut-être une remarque d'ordre général, mais je pense que c'est important. Je suis désolé si elle est un peu décalée. C'est le parcours de vie d'une personne, c'est son devenir. Et son devenir, aujourd'hui, on ne peut pas
l'ancrer dans le marbre. Ce devenir évolue. Ce devenir évolue en fonction des besoins de la personne. Ce devenir évolue en fonction de l'évolution des solutions que l'on peut trouver autour de la personne. Donc ça veut dire que, et à un moment donné, ce devenir de la personne, il est fait du passage par différents acteurs d'un réseau. Et aujourd'hui, quand on parle de solution pour une personne, on ne parle plus d'une case. C'est pas ou l'établissement, ou la famille, ou le sanitaire, c'est l'ensemble. Donc ça veut dire que ce que l'on vit aujourd'hui, et moi j'ai une enfant polyhandicapée, donc je me suis assez retrouvé dans Lolo. Hein, mais je veux dire, ce que l'on ressent aujourd'hui, peut-être que demain, au regard de ses besoins, au regard de son évolution, il trouvera peut-être aussi sa vie voilà, à côté d'autres acteurs de la société, de la culture, du sport, etc. quoi. Voilà, c'était juste une première parenthèse. Mais cela dit, pour répondre à l'intervention qui a été faite aussi tout à l'heure, c'est vrai que, et je recommande, mais je suis sûr que dans la salle, tout le monde l'a lu, c'est le rapport Pifto. En fait, il dit quoi le rapport Pifto? Il s'appelle Zéro sans solution. C'est un rapport qu'a écrit Denis Pifto, qui lui a été commandé il y a un an lors de la fameuse affaire Amélie Loquet, qui a fait en fait un gros support médiatique sur une personne qui était lourdement handicapée, qui n'avait pas de solution. Mais qu'est-ce qu'il dit ce rapport? Il dit ce qu'on vient d'évoquer. C'est que demain, la solution pour une personne, ce sera le partenariat entre différents acteurs, entre les IME et les services à domicile, entre les IME et l'hôpital, entre les IME et telle association de terrain qui va proposer des services en termes de culture ou en termes de sport, etc. Donc, en fait, on est bien par rapport à ce que vous disiez sur l'évolution de la loi de 2005. Oui, la loi de 2005, il y a beaucoup de choses à faire. Certes, sur l'accessibilité, sur la scolarisation. Je veux dire, quand on donne des statistiques en termes de scolarisation, il faut savoir qu'il y a des enfants qui ne sont qu'1 jour par semaine. Et pourtant, ils sont chiffrés comme étant scolarisés. Voilà, donc ce que je veux dire, il y a beaucoup de progrès à faire. Mais néanmoins, moi, je suis intimement convaincu que l'évolution, c'est ça. C'est-à-dire que ça sera vers le parcours d'une personne, le devenir d'une personne dans différentes structures. Et je fais juste une parenthèse, et le rapport dit bien que dans ce cadre-là, la MDPH, tant décrié ces derniers temps, hein, MDPH, MDA, enfin on ne savait plus trop où on allait. Donc la MDPH jouera un rôle important parce que son rôle deviendra plus un rôle d'assembleur que le rôle qu'elle a aujourd'hui tel qu'il lui est confié. Voilà, c'est juste quelques remarques. Merci beaucoup. Je voudrais qu'on groupe quelques questions parce que je voudrais quand même pas frustrer la salle. Donc madame qui levait la main tout à l'heure, et puis il y a un jeune homme avec un pull rouge là-bas au loin. Bonjour, donc Elisabeth Catala, j'ai plusieurs casquettes. Donc je suis maman d'un adolescent porteur d'une trisomie 21. Maman qui se débrouille, voilà, un petit peu comme tous les parents ici. Et donc, forte de mon expérience de maman et de professionnelle, puisque je suis éducatrice et responsable de structures associatives, j'ai monté plusieurs projets d'intégration autour d'inclusion autour des enfants en situation de handicap dans les structures petite enfance. Et là, je me lance avec une autre personne sur un service d'aide à la personne dédié aux enfants et aux adolescents en situation de handicap. Donc, sur la région Haute-Savoie. Donc, on a eu contact avec Andéo pour le référentiel et pour construire notre projet. Et on a construit le projet, donc un peu comme l'intervention là qui vient le monsieur, on a construit notre projet un petit peu à l'envers, c'est-à-dire qu'on a d'abord souhaité rencontrer tous les intervenants médico-sociaux, la MDPH, le Conseil général, les communes, les services sociaux, pour essayer de construire un petit peu et de mailler avant de proposer un service aux familles au niveau financier, au niveau des besoins aussi des IME, etc. Et bon, voilà, on a ouvert notre service il y a 1 semaine, donc c'est tout nouveau. Et donc, notre deuxième démarche a été de trouver les intervenants. Et c'est là où je voulais intervenir et poser des questions aux accompagnants qui sont là. C'est justement, on s'est rendu compte, on a fait une étude auprès des accompagnants et pourquoi ces emplois n'arrivaient pas à se pérenniser et pourquoi les professionnels diplômés, entre guillemets, venaient pas sur le service à la personne. Et donc, à fort de ça, on a monté un projet un petit peu innovant
à l'attention des professionnels. Et du coup, on a reçu un franc succès puisqu'on a plus de 30 personnes qui ont postulé sur l'ouverture de notre service, et que des professionnels diplômés médico-sociaux, donc moniteurs éducateurs, éducateurs spécialisés, tous, beaucoup avec de l'expérience et un petit peu une envie de changer un petit peu la donne. Donc, comme la personne qui a témoigné dans le film, sortir du système institutionnel, pouvoir avoir plus d'autonomie, plus de prérogatives autour de projets qui pourraient monter. Et du coup, je voulais savoir un petit peu, vous, accompagnants dans les services à la personne, qu'est-ce qui vous serait utile donc comme soutien, comme accompagnement? Vous avez parlé de la formation, mais aussi, vous avez dit souvent qu'il faut vous ravaler, et puis vous êtes seul un petit peu. Donc nous, on a vraiment ressenti cette solitude des accompagnants dans leur travail quotidien. Donc donc nous, on a pensé à l'analyse de la pratique, on a pensé effectivement à des groupes de parole, on a pensé à des regroupements de professionnels aussi, c'est-à-dire que plutôt que les professionnels interviennent individuellement, pouvoir regrouper aussi pour monter des projets un petit peu différents avec les enfants et avec les accompagnants. On a plein d'idées. Et du coup, en tant que, je voulais un petit peu vous interroger sur votre vécu, voilà. Alors effectivement, en tant que professionnel, on a toujours plein d'idées. C'est pas toujours facile. Moi, je sais qu'avec ma collègue, on avait mis en place pour une petite fille qui est polyhandicapée, qui était accueillie 4 jours par semaine à l'IME, mais les parents ont fait le choix des 3 jours. Et le 4e jour, c'est moi et ma collègue, on intervenait à domicile pour justement créer autre chose par rapport à l'institution, puisqu'elle est en IME. Et donc, on l'avait intégrée à la médiathèque de son quartier, et elle avait intégré l'atelier lecture qui était pour la petite enfance. Et ça a été formidable. Et c'est vrai que ça permettait aussi aux parents, c'était un équilibre. On sortait du milieu handicapé, quoi. Et puis l'après-midi était conservé pour le kiné en libéral. Mais des projets, oui, moi j'avais pensé, c'est une maman qui m'a soulevé le problème, et je me suis dit, c'était une bonne idée. Pourquoi pas de créer des réseaux comme les assistantes maternelles, créer des réseaux où nous, les professionnels, on aurait un lieu de rencontre avec les usagers. Et je trouve, et ça serait bien, ça serait qu'on se retrouverait, on pourrait parler des difficultés, bien sûr, mais aussi des bons moments, parce qu'on a aussi des bons moments, on n'a pas que des difficultés. Et je trouve que c'est ça. Mais nous, souvent, on a plein de choses qu'on veut mettre en place. Souvent, c'est les finances qui nous manquent, parce qu'on n'a pas de lieu, parce que, et après, il y a plein de petites choses. Mais on arrive à faire des choses. Là, piscine, par exemple, on peut intervenir en piscine, mais souvent, il faut être 2 pour des personnes lourdement handicapées. Pardon ? Oui, on a une salle qui nous est attribuée. Mais après, il y a plein de choses qu'on peut mettre. Après, la disponibilité. L'équipe, d'abord, on travaille en équipe, mais on est seul physiquement. Quoiqu'on travaille de plus en plus en binôme, souvent auprès d'un certain public qui est quand même gravement handicapé. Mais après, ce qui manque, c'est aussi la disponibilité. Il faut qu'on soit quasiment libre aussi en même temps, puisqu'on est au domicile. Donc, on a des plages horaires aussi qui ne sont pas toujours, qui coïncident. Donc, quelquefois, oui, c'est pas toujours facile de coïncider, mais ça peut se faire. Après, c'est une volonté, c'est discuter autour d'une table, mais c'est vrai que ça... Mais en tant que professionnel, oui, ça peut se faire. Oui, en tant que parent, on a besoin d'informations. Et on n'échange pas entre parents, on ne se connaît pas. On connaît les parents qui étaient en même temps, au même endroit à la clinique, mais sinon on ne se connaît pas. Et on aurait besoin d'avoir de l'expérience, d'avoir du vécu, parce que nos enfants, ils fonctionnent à peu près de la même façon et à des étapes différentes. Et nous, on ne sait rien à ce niveau-là. Après, on a des aides à domicile, on a souvent une personne, qui est déjà très bien, mais où je travaille et il y a la personne, où il y a la personne, et elle n'est pas là, c'est moi qui suis avec mon fils. Donc je ne peux pas aller le promener dans mon quartier dans son fauteuil, parce que ce serait le mettre en danger. Donc il ne va pas plus loin que le jardin ou que la terrasse. Donc c'est vrai que ça, c'est des manques. On ne pense pas à ça. On a besoin d'échanger pour des connaissances et on a besoin de rencontrer d'autres parents avec qui on pourrait simplement sortir, aller se promener et ne pas se sentir seul. Là, il y a un gros besoin à ce niveau-là. Après, on nous propose du soutien psychologique. Je suis désolée, mais... Comment accepter l'inacceptable ? Je ne peux pas accepter que mon fils ait eu un accident il y a 3 ans, qu'il soit simplement tombé et soit dans cet état.
Donc ce soutien-là, c'est gentil, mais on est des parents comme ça. On n'en a pas vraiment besoin. On laisse ça de côté et on a plein de choses à faire. Et c'est pour tout ça qu'on a besoin d'aide. Merci. Juste un dernier complément et vous posez votre question après. Non, je vois que vous me regardez avec insistance, mais je n'ai pas de manque. Alors je suis désolée, je ne pourrais pas vous répondre. Non, je pense que le soutien, on le trouve auprès de nos collègues, on le trouve auprès des familles chez qui on intervient. Moi, personnellement, la famille d'accueil du petit Lilian me parle beaucoup, je lui parle beaucoup, donc on se soutient mutuellement. Quand c'est difficile, il y a effectivement les analyses de pratique, il y a effectivement des réunions. Je pense que c'est pas le point qui peut un peu manquer des fois, c'est d'arriver à dire qu'on veut s'arrêter à nos responsables. Moi, ça m'est pas arrivé, mais je connais des collègues qui sont en difficulté chez un intervenant. Ça se passe pas forcément tout le temps bien, hein. Et elle l'a fait remonter et elle y est toujours. Voilà. Donc, ce qui serait, c'est d'arriver à libérer les personnes. Alors, je sais que c'est pas toujours facile administrativement, mais ça engendre des fois des situations très compliquées et très difficiles pour les intervenants. Oui, c'est vrai que, je dis ma responsable, mais c'est vrai que pour ça, elle est à l'écoute. Et quand on est en difficulté ou qu'on a une usure professionnelle, parce qu'on est quand même auprès d'un handicap difficile, on peut avoir ce droit de retrait aussi. Éphémère, mais un droit de retrait d'1 mois, 2 mois, de pouvoir rebondir après, parce que sinon on engendre une usure et après on n'est plus dans un bon travail et l'usager en ressent. Alors au niveau des interventions, elles n'interviennent pas forcément spécialement dans les mêmes familles. C'est-à-dire si on a un cas qui est un peu plus particulier comme l'autisme sévère, je vois l'après-midi, elles seront avec un jeune trisomique, ou que ça sera plus de la compagnie, du jeu, mais voilà, on les met pas spécialement dans une famille toute la journée, c'est pas possible. Donc quand j'entends les familles qui souhaitent avoir tout le temps le même personnel, pour moi c'est pas une solution. Psychologiquement, les filles on les use complètement, on les retrouve, donc nous on les envoie chez des psychologues ou des psychiatres, donc et après il y a tout le lien affectif qui se crée. C'est-à-dire on n'est plus des professionnels, on est trop dans la relation avec la famille. Donc je sais que chez moi, moi mes familles elles l'acceptent bien, mais elles n'ont pas les mêmes intervenantes régulièrement. C'est-à-dire au maximum dans la famille elles sont 5, et avec des écrits professionnels et autres. Mais après intervenir régulièrement dans une même famille, moi après c'est pas mon idée. Monsieur, merci pour votre patience. Oui, bonjour. Benjamin Hussy, du pôle ressources des Bouches-du-Rhône. Je voulais juste... Alors, je vais revenir un petit peu en arrière sur la question que posait monsieur sur le lien, en l'occurrence, entre l'IME, mais entre les structures médico-sociales et les besoins qui sont évoqués aujourd'hui. L'intervention qu'il y a eu avant moi sur le parcours de vie, les partenariats qui doivent être faits étaient parfaites. Et juste pour donner un exemple concret, parce que après concrètement, ce qui se passe, c'est qu'une personne qui va en IME ou dans une structure médico-sociale, on estime qu'elle a un financement à ce moment-là. Et donc, quand elle est à la maison, elle a un autre financement qui l'aide à domicile. Mais le problème face auquel se retrouvent confrontées les familles, c'est le problème du double financement si on veut créer ce lien. Voilà. Et donc, c'est juste une piste, mais pour contourner ce problème, puisque les familles sont confrontées via la MDPH, les structures du médico-social peuvent aussi négocier dans leur budget d'avoir des dotations d'heures d'aide à domicile qu'elles vont pouvoir utiliser et donc pouvoir faire appel après à des services d'aide à domicile puisqu'elles l'ont budgété pour continuer à accompagner un enfant dans un IME, un adulte dans un SAMSA ou dans un établissement qui aurait besoin de l'accompagnement de son auxiliaire de vie qui intervient par ailleurs chez lui. Voilà, donc après, c'est, comme disait madame tout à l'heure, on est presque dans le bidouillage, quoi. Hein. Mais si on veut créer ce lien, parce que sinon, le financeur, lui, il estime que la personne, elle est à l'IME ou elle est à la maison et que voilà, il y a un financement et qu'il a une place soit à l'IME, soit à la maison. Donc si on veut créer ce lien, on peut aussi imaginer ça. Monsieur Baruc, et puis il y aura une question derrière. Oui, allez-y. Oui, bonjour. Jean Baruc. Je suis le président de la Mutuelle Intégrance qui fait partie d'Andéo.
tout ce vécu que nous avons entendu est très intéressant. Et nous ne devons pas être insensibles à tout le vécu qui nous a été exposé. Car derrière, il y a des personnes, il y a des situations, il y a des souffrances, il y a effectivement aussi de l'engagement. Alors, je voudrais simplement très rapidement intervenir, non pas comme un ancien combattant du médico-social, mais plutôt comme un témoin de l'histoire. Témoin de l'histoire. Vous avez parlé de la loi de 75. J'ai travaillé dans un établissement de l'APF avant 72. Il y en avait 2 en France. Il y a eu la loi de 75 qui a existé. Évolution. Après, on a évolué. Il y a eu la loi de 2002 pour les institutions sociales. Il y a eu la loi de 2005. Et simplement, je voudrais insister sur un point que je connais bien, l'association des traumatisés crâniens. Avant 1996, en France, il n'y avait rien pour les traumatisés crâniens. Rien. Il a fallu que les parents se rassemblent et ont créé l'Union nationale des familles traumatisées crâniens. Et aujourd'hui, nous avons exactement 83 établissements et services en France pour les traumatisés crâniens. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que progressivement, il y a du travail qui se fait, il y a du travail qui avance, il y a des gens qui se rassemblent, il y a des gens qui sont solidaires et que seul on ne peut rien faire et seul on ne peut rien faire avancer. Et comme disait quelqu'un, je crois qu'il faut savoir travailler en meute et c'est pas en étant isolé qu'on pourra encore faire avancer les choses. Donc, étant un témoin de l'histoire du médico-social, je peux dire que je suis fier de ma France. Je suis fier, oui, je peux peut-être employer un grand mot, de toute l'évolution qu'il y a eu depuis les années 70. Disons-le, et je crois que là, il y en a d'autres ici qui partagent ma position. Monsieur, allez-y. Ce sera, je pense, la dernière ou l'avant-dernière question. Allez, vous avez gagné la dernière, c'était demandé de manière enthousiaste. Monsieur. Oui, je suis Michel Camp, je dirige un institut médico-éducatif pour enfants polyhandicapés, pour l'œuvre de secours aux enfants. Donc je suis, comme beaucoup d'intervenants, partagé entre le fait que nous avons déjà beaucoup fait, mais consterné aussi, comme nous le sommes, devant les résultats de l'étude. Donc tout est encore à faire sur ce que nous avons construit. Alors, chasser en meute, je ne sais pas. En tout cas, je crois qu'il est fondamental que nous reconnaissions les besoins à domicile et le travail à domicile, nous, les institutions. Je crois que nous avons vécu depuis la loi 2002 sur l'idée que nous devions être centrés sur l'usager. Et tout s'est construit par rapport à ça. Je pense maintenant que nous devrions nous décentrer de l'usager pour prendre en compte son environnement et pour le soutenir. Et c'est, je crois, cet axe, cette orientation qui me paraît centrale. Comment arriver à faire de la fertilisation croisée entre nos institutions et ce qui s'est développé, et vous en êtes les témoins, l'aide à domicile. Comment faire en sorte que, par capillarité, il y a comme une membrane capillaire entre le secteur institutionnel et le secteur d'aide à domicile. Et il nous faut, justement, que nous puissions diffuser nos pratiques, nos connaissances de l'un à l'autre, mais pas dans le sens, forcément, des institutions qui forment les praticiens de la domicile, dans le sens de ce que Mme Yazid évoquait, partager ensemble, s'écouter, créer des espaces de dialogue. Dans mon institut médico-éducatif, nous n'intervenons pas réellement encore à domicile, mais nos ergothérapeutes vont à domicile, nos psychologues vont à domicile, nos éducateurs vont recueillir l'attente des familles et les besoins des familles à domicile. Nos assistantes sociales sont en mesure d'aider, peut-être aussi à l'accélération d'un dossier MDPH. Nous avons ces connaissances-là aussi. Notre ergothérapeute est en mesure réellement d'assumer
la prise en charge à domicile. Donc je crois qu'il est important que nous puissions trouver des espaces d'échange, de dialogue, mais aussi de construction en commun. Et les formations de nos personnels et des parents, c'est quelque chose que nous partageons, que nous avons en commun. La manutention des personnes est un exemple, une illustration tout à fait concrète de ce qui pourrait être fait. Travailler ensemble pour que nos personnels, pour que nos parents puissent se former à ces techniques. Donc je crois qu'il existe maintenant un nouveau champ d'activité pour nous et à construire l'avenir. Et c'est en ce sens-là, ensemble, que nous pouvons y parvenir. Merci. Le directeur général d'Andéo opinait largement. Vous vouliez dire un mot, c'est ça, Marie-Yvonne ? Non. Et on va prendre la dernière question, parce que sinon vous n'aurez pas le temps d'aller déjeuner, et dans ce cas-là, vous m'en voudriez beaucoup. Madame. Bonjour, Céline Landrachin, je suis chef de service du service Cap Intégration Marne, donc qui accompagne depuis 10 ans dans la Marne des enfants, adolescents et étudiants handicapés, quel que soit le handicap et en tout lieu de vie. J'interviens quand on parlait des difficultés des personnels. Je pense qu'une des grosses difficultés, c'est quand même qu'on est dans un domaine où on précarise par le temps partiel. Et on n'a pas trop le choix. On a beaucoup de temps partiel. Et que toutes ces personnes qui sont formées, on le voit en ce moment dans nos recrutements, où beaucoup d'éducateurs spécialisés, de moniteurs éducateurs, viennent, à défaut d'avoir trouvé par ailleurs un travail, mais trouvent intéressant et souhaiteraient rester avec nous, on a du mal à les fidéliser. Et c'est vrai qu'on parlait tout à l'heure de la nécessité pour certaines familles d'avoir une continuité dans l'accompagnement, notamment en milieu scolaire. Et je pense que c'est cette étape-là qui manque actuellement. C'est une réflexion vraiment sur le tout lieu de vie, école comprise, qui permettrait effectivement d'avoir des équipes à qui on pourrait proposer quand même des emplois corrects et de fidéliser des gens formés pour maintenir des accompagnements en tout lieu de vie. Voilà. Une remarque là-dessus sur les professionnels ? Sur les emplois précarisés avec les temps partiels contraints, vous avez peut-être envie de... On va pas se quitter comme ça. Non, et effectivement, c'est-à-dire que dans l'aide à domicile, donc je dirais quand on part d'un État, c'est vrai qu'on a de nouveaux dossiers, on n'est pas capable d'embaucher dans l'immédiat, je dirais, des personnes à gros temps. Donc on embauche, je dirais, au début des personnes, je dirais, à temps partagé, et ensuite c'est par, je dirais, le développement que l'on peut avoir, je dirais, et la démultiplication donc des bénéficiaires que nous pouvons avoir, ainsi que la rotation interne, je dirais, des intervenants à domicile, qui vont faire également que ces intervenants montent en puissance. Après, on a différents cas de situation, c'est-à-dire que nous avons des situations où des personnes souhaitent monter le plus proche du temps complet, et puis d'autres qui ne le souhaitent pas, parce que c'est un métier également qui est compliqué, il faut le reconnaître, qui est fatigant. C'est un fait, et nous on remarque à travers sur plusieurs années que des personnes sont montées à 140 heures, proches du temps complet, et qui ensuite, au bout de 5-6 ans, je dirais, d'expérience, ont souhaité redescendre leur temps parce que elles étaient un petit peu dans la fatigue, même si nous essayons de jouer la sectorisation, je dirais, d'intervention auprès de nos bénéficiaires. Travailler quand même à domicile est quelque chose qui est magnifique. Je crois que c'est un des métiers les plus beaux qui soit, simplement qui est compliqué parce qu'il y a une diversité de travail, diversité de logement, c'est-à-dire qu'on doit s'adapter, les intervenants à domicile doivent s'adapter, je dirais, constamment. Cette adaptation qui est doublée également de transports significatifs pour aller d'un lieu à un autre, que l'on soit dans le secteur urbain ou dans les secteurs à forte densité, eh bien, les temps de transport, je dirais, sont longs, ou qu'on soit dans le secteur rural ou d'aller d'un lieu A à un lieu B, eh bien, c'est 20-25 km qu'on a à faire, et c'est compliqué également. Donc c'est pour ça que effectivement ce travail à temps partiel est un constat. Dans certains cas il est subi, mais dans beaucoup de cas quand même il est également choisi. Voilà ce que je voulais indiquer. Merci beaucoup. Je pense qu'on va s'arrêter là-dessus et aller déjeuner. Vous avez le droit de remercier encore à nouveau tous les intervenants qui sont venus parfois de très loin.
La journée ayant été placée sous le signe de la résistance, c'est fort logiquement que c'est l'ESAT Jean Moulin qui va vous servir à déjeuner et on se reprend à 14h. Voilà.